Cavalière. Allez Emilia, allez c'est bien Emilia, 24 ans seulement, la première victoire de sa carrière. Cet homme est un génie. Cet homme est un génie, c'est Mozart sur les skis. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezan, c'est la folie dans les tribunes. C'était un martin pêcheur, et bien là c'est un martin tireur. Un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos. Il a oublié de mettre des balles dans ses chargeurs apparemment, c'est bien dommage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Biathlon en live, votre podcast 100% biathlon. Et on y est, la saison de Coupe du Monde est déjà terminée et le gros globe est pour une Française, donc nous avons le sourire. On va revenir sur cette étape norvégienne avec beaucoup d'émotions et des grandes dames qui ont tiré leur révérence. Je suis comme à l'accoutumée en très bonne compagnie avec Cassandre. Comment ça va Cassandre ? Mais ça va pas du tout, c'est fini. Ben oui, j'imagine. C'est le blues de fin de saison là. Bah oui. Ouais. Oh là là. Heureusement qu'on a le gros globe, comme tu dis, ça peut nous consoler un petit peu. Ouais. Aurélie, déprimée aussi ou ça va ? Ouais, j'allais le dire, même mood que Cassandre. Alors oui, effectivement, le gros globe fait plaisir, mais c'est toujours comme ça, oui. La fin de saison, c'est toujours triste et c'est toujours très très long de réaliser la prochaine vraie course sur neige que c'est dans 8 mois. Et oui, en plus toi t'as 2 gros globes presque. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que disent mes enfants en tout cas. Ils disent non, on gagne sur tous les tableaux. Donc ils sont contents. En termes de biathlon, ça marche bien d'être franco-norvégien. Ah oui, pas mal, ouais. Bien choisi. Et notre correspondant de luxe à Oslo, Romain, comment ça va ? Eh ben, ça va très bien, mon cher Jérémy. Ouais, rentré quand même depuis quelques heures, mais une belle semaine. Et justement, je me rends peut-être pas compte que c'est la fin de saison que c'est terminé. Donc, ouais, ça fait tout drôle maintenant d'attendre 8 mois avant la reprise à Östersund. Ouais, mais là, en attendant, pendant ces 8 mois, on va faire des super épisodes, notamment des épisodes consacrés au bilan de cette folle saison. Donc voilà, restez bien attentifs. Et là, c'est parti pour le débrief, le dernier débrief de la saison. Alors, sans plus tarder, vous allez me dire quelle a été votre course de la semaine. Alors pour moi, c'était la Mastart féminine, la Terre des Der, que j'ai trouvé. Alors déjà, la course en soi était belle. Enfin, c'était vraiment une course prenante, haletante et tout ça. Et puis en plus, bon, l'arrivée était quand même très très émouvante avec l'adieu à ces grandes dames du biathlon. Et puis en même temps la fête aussi parce que voilà, on peut pas être que triste. Et puis la consécration de Julia. Donc pour moi la journée du dimanche après-midi était quand même qui m'a marqué ce week-end. L'acmé. Ouais. L'acmé de la saison. Et bah pour moi, ça sera. J'ai adoré bien sûr la Mastart femme, mais je vais prendre la poursuite homme pour 2 raisons. Déjà parce que Quentin et Fillon Maillet finit meilleur des autres, incroyable, franchement, oui. Enfin. Le meilleur des autres, ouais, exactement. Et voilà, et puis franchement, Johannes Beu, mais quel culot de faire ça avant sa dernière balle. Non mais franchement, c'était incroyable. C'était beau. Ah ouais, j'étais choquée devant ma télé, je fais mais non, mais il a pas osé. Et en plus, il l'a mis, quoi. Tu l'aurais loupé. Il a fait un petit chute. Il fait ses 4 premières balles, puis il arrête son tir, il regarde un peu le public, il fait un chute là, puis après il se reconcentre et il la met la dernière, mais... Un centre, superbe. Ah ouais. Ça résume la saison de domination qu'il a eu, quoi. Ah ouais, mais quel culot quand même, je suis d'accord. Moi, j'aimerais plus de faits de jeu comme ça, j'aimerais plus que le public... joue comme ça. Non, que les athlètes jouent comme ça avec le public. Moi, je trouve ça fantastique, quoi. Ça, c'est des choses comme ça que alors pas que ce soit dévoyé non plus, qu'on en fasse trop, mais c'est formidable, quoi. D'ailleurs, moi, j'ai pas compris parce que pour cette course-là, j'étais en piste et je comprenais pas la dernière balle de Johannes. Ça met du temps à blanchir. J'étais sur le data center à suivre les données et j'avais pas les images.
Et je comprenais pas ce qui se passait. Donc voilà, et après il a quand même blanchi la cible et voilà. Mais T'as sur le moment, entendu rire le Ouais. public? Le public a bien ri. Non, même Ouais, pas. même pas. Non, j'étais au niveau de la chapelle et non, j'entendais pas forcément les rires du public, mais j'entendais quand même du bruit, hein, Ouais, bien forcément, sûr. mais j'entendais surtout un bourroie, quoi. Mais en comprenant que la balle était bonne de toute façon, mais et j'avais aussi là sur le donné ça, mais oui, c'était. Après, j'ai revu la scène, hein, c'était vraiment sympa. Ah ouais, c'est sympa. Mais moi, j'ai hésité entre deux courses, entre le sprint dame de vendredi et la poursuite dame de samedi. Ah oui, Ouais, c'est très belle course. c'était Très- deux courses incroyables. Mémorable. Mémorable, là, Ouais. franchement. Non, mais après, je peux vous dire, hein, vendredi, j'étais en tribune justement, parce qu'on n'avait pas le droit d'aller en piste en fait. Il avait tellement neigé enfin, ils n'avaient pas pu dégager. Et, bon, il y avait 30-40 cm de neige, donc c'était un peu dangereux pour les spectateurs d'aller en piste. Et du coup, je suis allé en tribune et j'étais pas loin du pas de tir et on voyait strictement rien. Rien de rien. J'étais vraiment voilà, en face, en perpendiculaire au pas de tir, c'est quand vous voyez le positionnement de la tribune, comment elle est par rapport aux cibles. Et j'étais vraiment au niveau des entraîneurs, des coachs de tir, et je ne voyais strictement rien, aucune cible. Donc si la course a été reportée, c'est normal. Ceci dit, la Mastart, alors après sur place, je sais pas, mais même la Mastart dame de dimanche, Ah c'était oui. quand même limite. Bah, Hein. À la cam, on voyait pas grand-chose. Hein. Je pense qu'ils ont fait courir parce que c'était la dernière course, il n'y avait pas forcément de grands enjeux sur cette course. Alors il y avait le globe de la Mastart qui n'était pas joué d'avance encore. Il y avait encore 3 Françaises encore en jeu. Et, bon, Vireur aussi qui était à 90 points, mais bon, fallait pas que Julia Simon termine la course. Mais sinon, non, enfin les conditions. Alors autant la course des hommes ça allait, c'était tirable, mais les filles. Ouais, ça commence à être. Ah ouais, parce que même sur la télé, on voyait on voyait souvent des figures. Ça dépendait un peu de l'angle et la caméra. Les caméras en hauteur, tu voyais des figures, mais si tu les reconnaissais pas, quoi. Tu voyais pas la couleur de la combinaison. Tu voyais. Ah oui. Ça, Moi, je ne voyais que le pas de tir, hein, pour te dire. Hein. Je voyais pas la piste en face où il y a la tribune sud. Je voyais pas l'écran, du coup, en face. Ouais. Heureusement, j'ai de la chance. Il y avait l'écran derrière moi. Pour la tribune sud, donc je me retournais, bon c'était pas forcément idéal, hein, l'angle était pas ouf, mais je voyais quand même un peu de la course. Par contre, je plains ce qui était au niveau de la ligne d'arrivée, en face du podium pour la fin de course. Je ne sais pas comment ils ont pu suivre la course parce que il y a pas d'écran, il y a à part le speaker. Donc sur ce coup-là, bon, j'étais un peu chanceux d'être pas loin du pas de tir parce que je voyais les cibles et aussi l'écran derrière moi, mais sinon on ne voyait rien du tout quand même dimanche. C'était assez dingue et non c'était je vais aussi dire en conclusion la Mastart de dame parce que avec tout ce que on dit Aurélie et Cassandre, c'était assez émouvant et bon on s'est un peu trempé aussi, mais voilà c'était fort en émotion quand même cette course là. Il n'y a que pour Lou Jean Monod, ça n'a pas dû être sa course de la semaine, je pense. Oui et non. Son tir de la semaine. Oui et non, parce qu'elle a quand même fait trois premiers, enfin même 4 premiers tours, 4 beaux premiers tours, 3 beaux premiers tirs. Mais bon, après, oui, c'est vrai que ça finit mal. Mais la course en soi, enfin, voilà quoi. Et je pense quand même que c'était une course riche d'enrichissement. Enfin, c'est une course enrichissante pour elle en termes d'apprentissage. Mais de voir Marthe Holzbou et Anaïs Chevalier faire un très bon tir à la fin et remonter sur le podium, tu vois. Arrête. Même Denise qui remonte dans les fleurs aussi, c'était ouf quand même. Ouais. Les 3 retraités dans le top 6 mondial sur une Mastart pour partir. J'ai envie de placer l'année prochaine. J'ai envie de placer un petit effet laisser sur le parce que là on a eu 3 beaux effets laisser quand même entre Marthe, Anaïs et Denise. Tout à fait. Alors passons à la Coupe du Monde dames. On rappelle, ça fait toujours du bien que Julia Simon remporte le gros globe, le petit globe de la poursuite et le petit globe de la Mastart. Denise Herrmann, le petit globe du sprint. Et la France, la Coupe des Nations. Et voilà, donc il y a quand même beaucoup de bleu pour cette Coupe du Monde féminine. Et justement, on va parler de Julia, qui fait une bonne dernière semaine avec tout ce que ça charrie comme émotion de gagner le gros globe. Elle fait 5e du sprint et 5e de la Mastart. Vraiment pour le plaisir de la conversation, est-ce que vous trouvez dommage qu'elle finisse pas sur un podium ?
ou au contraire, on peut saluer sa régularité tout au long de la saison? On peut être gourmand et se dire, on aurait bien voulu qu'elle finisse sur un podium ou une victoire, avec notamment sur cette mass start où c'était bien parti face à Anna Öberg, au moins pour Lou Jean Monod pour le podium. Mais après, bon, l'objectif de cette étape d'Holmenkollen Cohen pour Julia, c'était que d'assurer le gros globe. Oui. En tout cas, c'était vraiment l'objectif principal. À choisir, oui, assure le gros globe, Julia, et après le résultat, le podium, ça vient après. Donc, Oui. non. Enfin, après, même, ça démontre finalement aussi ce qu'a fait Julia Simon cette saison, la régularité. Certes, c'est pas des Le mec podiums, en gros. Ouais. mais ça reste des places dans le top 5, dans la cérémonie des fleurs. Et donc, ça résume parfaitement son hiver. Et non, l'objectif principal a été atteint, validé à Holmenkollen. Alors, certes, peut-être aidé par une annulation de course, mais bon, pour moi, c'est pas ça qui change la donne. Trop d'avance. Oui, même ouais. Dorothea Vior a pas fait une semaine folle aussi en Norvège, donc bon, pour moi, l'objectif principal c'était le gros globe, elle l'a atteint, donc voilà. Après, les dommages pour le podium ou victoire, mais ça venait après. Et puis oui, Julia, elle a gagné, enfin, c'est vraiment ce qui résume sa saison, la régularité, donc enfin, c'est comme ça qu'elle l'a gagné, à ne pas sortir des top 6, et c'est ce qui a fait toute la différence avec les années d'avant où elle était beaucoup moins régulière et elle pouvait, entre guillemets, facilement faire des top 30, etc. Et là, par rapport à toutes les autres filles, c'est ça qui lui a fait décrocher son globe, c'est sa régularité. Donc au final, c'est pas si étonnant que sur ces dernières semaines, c'est ça aussi qui marque ces dernières semaines, ça soit sa régularité et pas forcément des coups d'éclat à toutes les courses, quoi. Elle a eu un post-Covid aussi. Alors après, on ne réagit pas tout pareil au Covid. Johannes, ça n'a pas semblé l'affecter des masses, mais ça a l'air d'être assez individuel, les après-Covid, en termes de performance. Donc, je trouve qu'elle s'en sort bien quand même. Oui, mais c'est vrai qu'en termes de victoire, elle a pas écrasé comme Johannes. Elle a eu le même nombre de victoires sur le circuit que Denise, que Elvira. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle gagne le gros globe avec une grosse marge, mais pas parce qu'elle a fait 10 victoires. Mais elle a, comme vous dites très bien, elle a été hyper régulière tout le temps. Elle a marqué des points, des gros points sur chaque étape, quoi. Ouais, puis en plus, ses concurrentes, ça c'est un peu varié aussi qui venait la challenger. Donc, je pense que ses concurrentes n'ont pas été aussi régulières. C'est pas comme une Johannes Sturla où il prenait première, deuxième place tout le long non plus. Donc, ça lui a aussi permis d'être peut-être pas forcément toujours sur le podium, mais de quand même soit gagner des points par rapport à ses concurrents directs ou soit ne pas trop en perdre non plus, quoi. Ouais. C'est un peu comme elle marque quand même plus de points en première partie de saison qu'en deuxième, surtout sur la fin. Ouais. C'est un peu comme Dorothea Vior finalement aussi, je trouve. Dorothea Vior, elle écrasait pas la concurrence lorsqu'elle a gagné son gros globe. Elle n'a pas semé comme Johannes Bö, Marta Fourcade, Holzbou ou Thierry Lecoff. Ouais. Mais elle était régulière et c'est comme ça qu'elle a gagné ce globe. Alors je pense que Julia était quand même peut-être plus régulière quand même que l'italienne, mais... L'année avec Tyrrell, ça s'est joué sur la dernière course, même, vraiment sur le fil. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, même aussi avec Lisa Vitozzi, ça s'est joué aussi sur la dernière étape. Donc, c'est pas une victoire écrasante comme on a pu être habitué ces dernières années avec les Norvégiens. Mais c'est une victoire de la régularité et qui est brillante, qui est tout aussi épatante aussi pour une athlète qu'on disait irrégulière les derniers hivers, qui faisait souvent les montagnes russes. Et pour moi, c'est aussi fort. Et non, c'est chapeau à Julia, mais on en reparlera un peu plus tard dans les bilans. Ouais. Et alors passons à Anaïs qui finit vraiment sa riche carrière sur un podium, un beau podium sur la Mass Start. Est-ce que vous comprenez du coup qu'elle arrête alors qu'elle est toujours très compétitive comme on l'a vu ce week-end et voilà qu'elle avait parlé également d'une première victoire en individuel au championnat du monde qu'elle aurait aimé décrocher. Voilà. Est-ce que vous comprenez ou vous êtes plus circonspect? Bon, moi, je comprends sans comprendre. Je connais pas les raisons exactes pour lesquelles elle souhaite arrêter. En revanche, ça semblait assez clair
qu'elle était sereine par rapport à ce choix-là. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression qu'elle m'a donnée. Donc, à partir de là, si elle semble prête pour de nouveau une nouvelle vie, un nouveau mode de vie, et puis passer à autre chose, ça me paraît logique qu'elle arrête. Enfin, ça me paraît en tout cas intelligent d'arrêter à ce moment-là. Ouais. On a souvent frustré parce qu'il y a souvent l'effet Lesser en fait, mais parce que Martin Fourcade qui gagne sa dernière course, Lesser justement qui réussit aussi ses dernières courses, on se disait même l'année dernière, tiens, pourquoi il continue pas? Cette année c'est pareil avec Denis Herman, avec Ludborg-Zoland, avec Anne Chevalier-Boucher, mais déjà c'est eux qui le sentent le mieux quand il faut partir ou pas, quand ils ont la motivation pour continuer, pour s'entraîner 8 mois sans voir la neige, pour après recommencer sur une saison. Là, elle avait à la limite toujours un objectif de victoire individuelle en championnat du monde, mais c'est aussi bien de partir quand on se sent toujours en forme, parce qu'elle disait en interview que c'était une des premières fois, elle finissait pas la saison sur les rotules et que elle préfère arrêter quand elle a pu profiter de sa saison jusqu'au bout et qu'elle n'était pas complètement cramée jusqu'à la fin, et en plus finir sur un podium. Au final, est-ce que ça laisse pas moins de goût amer de finir comme ça, un peu au top de sa forme ou encore Ouais, plutôt que d'être relégué enfin relégué, le mot est non, plutôt que de redescendre en IBU parce que les résultats sont pas là et puis d'arrêter par dépit, quoi. Ouais. Ah ouais, alors ça, j'aurais vraiment pas vu ça pour Anaïs Non. Chevalier-Boucher. Pas trop le style. Mais on l'a vu chez d'autres. Oui, on l'a vu chez d'autres. Ouais. Non, mais c'est parce qu'on se dit que voilà, il y a deux types d'athlètes, ceux qui terminent par des podiums et ceux qui ont envie de continuer. Mais non, mais je comprends ce que vous dites. Et quand même, on y reviendra peut-être dans les bilans, mais faire une seule victoire en carrière sur la Coupe du Monde avec toutes ces belles performances, on voit à quel point c'est dur de gagner une course, quoi, quand même. Ça, c'est... Oui, c'est sûr. Ça force le respect. Elle est tombée face à des coriaces adversaires aussi. Hein. C'est ça, oui, mais c'est sûr que. J'ai commencé avec Dallmayr. Mais au final, tant mieux qu'elle en ait gagné une au moins. Elle n'a pas ce regret de se dire j'ai fait 20 podiums, enfin je sais pas combien exactement, mais une vingtaine, et j'ai pas pu gagner. Au moins, elle a eu cette victoire, quoi. C'est clair. 23 podiums en individuel, mais voilà, une belle victoire. Alors Lou Jean Monod, on en parlait déjà un peu, qui a failli vraiment failli réaliser un gros coup sur la Mastars, mais qui finit finalement 18e, et elle a été précédemment 15e du sprint. Comment analysez-vous ce qu'on peut quand même appeler cette défaillance, quoi, avec ces 4 balles loupées sur le dernier tir? Il y a un peu de tout, je pense. C'est la fin de saison, il y a beaucoup de fatigue, je pense, mentale de Lou, qui m'enchaîne pour la première fois une saison complète de Coupe du Monde. D'ailleurs, on le voit pleinement avec Sophie Chauveau, qui est vraiment cramée cette fin d'hiver. Aussi, c'est une première aussi de se retrouver dans une telle situation. Alors, le week-end précédent à Östersund, c'était un peu pareil, mais elle était quand même face à face avec Dorothea Virer, alors que là, elle se retrouvait quelques secondes derrière une Anna Öberg qui avait fait une faute. Donc, elle avait vu ce qu'avait fait Anna Öberg sur le pas de tir, et donc elle se trouvait en position de sortir du pas de tir en première position. Donc, c'est une toute première pour elle aussi de ce côté-là, et je pense que forcément ça a joué, hein, cette pression d'avoir peut-être cette victoire au bout de la carabine pour Lou. Donc je pense que c'est un ensemble de choses qui font que Lou s'est raté sur ce dernier tir, et ça fait partie aussi de l'apprentissage pour Lou, hein, qui fait quand même une saison incroyable, hein. Il y a un peu de déception forcément de ces balles ratées, 4 balles en plus, elle passe pas complètement à côté de ce tir, hein, c'est clair, mais c'est pour mieux rebondir ensuite, hein. On prend, mais non, je pense que c'est beaucoup de fatigue, et se retrouver aussi face à une Anna Öberg, c'est pas facile, hein, quand tu vois comment elle termine la saison en trombe là, Anna. Oui, parce qu'on disait que les Suédoises finissaient parfois pas toujours bien et commençaient très fort. Là, elle finit la saison en pleine bourre, quoi. C'est un peu, la saison des Suédoises, c'est un peu lisible, hein, cet hiver, enfin comme souvent, hein, d'ailleurs. Mais
c'est vrai que oui, en tout cas, Nauberg a très bien fini sa saison à Holmenkollen. Mais bon, après, pour Lou, c'est dommage pour elle, mais pas de souci par rapport à ça. Ça fait partie de l'apprentissage. Moi, je tiens à aussi dire que c'était quand même aussi des conditions compliquées. C'était dans le brouillard. Il y a beaucoup de filles, des athlètes expérimentés qui ont fait beaucoup de fautes lors de ce dernier tir aussi. Sandrevol, Davidova, je crois qu'ils font 4 fautes aussi sur le même tir. Sandrevol met aussi 4 balles dehors. Julie en met 2. Enfin, c'était quand même un tir pas facile non plus par nature, on va dire. Et donc, bon, à l'après, effectivement, il y avait aussi sûrement la pression qui n'a pas dû aider. Mais ça semblait quand même être un tir assez difficile pour tout le monde. C'est ça, mais on parle quand même de Lou Jean Monod qui a d'excellentes statistiques de tir, quoi. Oui, mais bon. Il nous a habitués à tellement de régularité que voilà, peut-être qu'on a pu être étonné. C'est pas 2 balles, c'est 4 balles et voilà. Mais effectivement, ça arrive dans un contexte particulier. Parlons de Chloé Chevalier. Alors, 4e du sprint, moi j'ai vraiment cru qu'elle allait garder son avance, quoi. Elle était en avance sur Magnusson, la Suédoise, et elle finit donc à 3/10 du podium. C'était assez frustrant pour moi. Est-ce pour que nous, vous êtes... aussi. Hein. oui, j'imagine. Non, mais parce que on a vraiment vu cet écart s'effilocher et voilà, elle était renseignée sur les temps, donc souvent c'est un petit facteur psychologique. Enfin voilà, mais voilà, fait un beau sprint et une mass start moins convaincante. Pour vous, c'était du coup cool de la retrouver dans ces positions-là ou plutôt frustrant? C'est toujours cool de l'avoir joué aux avant-postes. Par contre, c'était effectivement très frustrant. Je pense pour elle, ça a dû être terrible même. Surtout comme tu dis qu'elle était renseignée sur les temps et puis qu'elle a vu qu'elle n'avait pas les jambes pour tenir. Mais bon, en même temps, ça reste quand même bon signe. Elle termine mieux que l'an dernier, on s'en souvient, où elle était complètement lessivée, où on se rappelle cette scène en interview où elle était en pleurs, où elle ne savait pas si elle voulait continuer sa carrière ou non. Là, elle met fin comme à une belle saison. Chloé, ça fait plaisir. Cette année là, on sent vraiment qu'elle a passé un cap. Les dernières années, certes, elle a monté dans les classements, mais ça se sentait pas au niveau des résultats. Là, ça y est, les résultats sont là, les bonnes performances. C'est dommage qu'il n'y ait pas ce podium sur ce sprint d'Holmenkollen, mais bon, ça reste comme une super 4e place. Elle a pu jouer à les jambes et le tir pour jouer les grosses performances, les podiums, ce qu'elle n'avait peut-être pas auparavant. Donc c'est très plaisant à voir pour Chloé, et elle s'est quand même bien battue sur son tir. Elle a mis un peu de temps à lâcher sa dernière balle, elle l'a mise dedans, donc ça c'est aussi très intéressant. Et on va retenir quand même le positif de cette 4e place pour Chloé, qui fait une très belle saison, mais à l'image de l'équipe finalement. Donc c'est chouette. 3/10 certes, mais c'est quand même une très très belle performance de sa part. Du côté des autres Françaises, est-ce que vous voulez souligner le résultat de Paula Beauté, qui a été 21e du sprint, Caroline Colombo qui 27e, ou la première en Coupe du Monde de Gilles Guigona, et comme tu disais Romain, la fin de saison qui est un peu fatiguée de Sophie Chauveau. Oui, je n'ai un peu parlé, mais oui, je voulais parler de Sophie Chauveau, donc qui est complètement cramée, c'est le cas de le dire. On sent que cette fin de saison, c'est très compliqué pour elle. On voit aussi que tout l'aspect psychologique, mental qu'englobe cette Coupe du Monde aussi, pour une jeune athlète qui n'est pas habituée à courir aussi autant de courses. Ouais. Et là, tu sens qu'elle est complètement plombée, là, Sophie. Je sais que vous en aviez parlé sur le débrief d'Ostersund, où Emmerich envisageait peut-être même de la remplacer par une autre Française. C'est vrai que c'était compliqué comme de la remplacer, étant donné qu'elle est quand même dans la Mastart et très bien placée au général, mais tu sentais que c'était quand même très compliqué. Déjà le week-end dernier au Östersund, là ça l'était encore plus. Les vacances arrivent à un point nommé pour Sophie, mais ça fait comme Lou, ça fait aussi partie de l'apprentissage. C'est longue saison, c'est une première aussi, et
Mais non, j'ai aussi hâte de voir Sophie Chauveau, alors parce que et Lou était déjà dans le groupe A l'été dernier, mais maintenant Sophie Chauveau dans le groupe A, donc s'entraîner avec les A ces prochains mois et voilà, continue à progresser de ce côté-là parce que bon, c'est vrai que ça 8 fautes sur le Mastart, ça fait cher, ça fait mal, donc non, mais après dommage. Bon, bah, c'est dommage pour Sophie de terminer comme ça, mais bon, ça n'enlève pas non plus tout ce qu'elle a fait cette saison, qui est bon, une saison de grande révélation pour elle. Et je voulais juste aussi dire un petit mot pour Gillian Guigona, voilà, sa première saison, première course de Coupe du Monde. Toujours sympa d'avoir les deux Guigona, une nouvelle fratrie sur le circuit. Ouais. Voilà, en plus, bon, il y avait les parents dans la tribune, dans le stade, avec le père toujours avec son clairon pour mettre l'ambiance. Eh oui. Donc non, c'était très très sympa. Donc même si bon, le résultat n'était pas à la hauteur des espérances pour Gillian, mais bon, c'était sympa d'avoir la fratrie Guigona sur place. En parlant de Gillian Guigona, je vais parler moi de Paula Beauté qui est montée en même temps que Gillian Guigona parce que elle a fait elle a pas pu faire elle a fait elle a pas pu faire de 2 courses, elle a pu faire qu'une course à cause de la poursuite annulée, mais elle a quand même fait un très bon sprint où elle fait 9 sur 10, elle finit 21e et elle a le 5e temps de ski des Françaises donc devant Caroline Colombo, Sophie Chauveau et donc du coup Gillian Guigona. Donc elle a raté le coche en début de saison pour intégrer vraiment la Coupe du Monde comme l'a fait Sophie Chauveau parce que les deux étaient quand même un petit peu en compétition sur la première Coupe du Monde et elle n'avait pas réussi à concrétiser, elle s'était pas qualifiée pour la poursuite. Il me semble à la Conti-Arty, elle faisait 67e sur le sprint. Donc Sophie avait fait mieux et avait pu continuer. Mais en tout cas, elle montre au staff, au coach que elle a potentiellement le niveau Coupe du Monde pour faire une 21e classe comme ça avec un 9 sur 10 devant notamment par exemple Caroline Colombo qui a fait toute la saison et qui est aussi à 9 sur 10. Donc Caroline Colombo qui finit 24e et Paula Beauté qui finit 21e. Donc c'est prometteur pour la suite et les places seront chères l'année prochaine. Heureusement que Anaïs prend sa retraite. Exactement, parce qu'on a le retour de Justine. Ouais. Donc on a potentiellement 8 biathlètes qui vont être qui peuvent prétendre à intégrer le circuit Coupe du Monde. Donc ouais. D'ailleurs c'est dommage pour Paula, c'est pas joué à grand chose pour intégrer la Mastart, parce que 21e du sprint. Pas loin pour d'être dans les 5 meilleurs de la semaine. Ouais. Donc c'est un peu faussant de ce côté-là, mais ouais, c'était vraiment top de voir Paula au niveau. Et c'est vrai qu'au début, là, je la voyais passer, j'étais au premier intermédiaire, un meilleur temps, je crois qu'avec Anaïs, j'ai dit, oh la vache, elle est bien partie. Bon, le temps s'est effrité petit à petit, mais ça reste correct. Non, mais elle en avait encore, malgré une grosse saison. Il faut se rappeler, elles étaient aux États-Unis il y a encore quelques temps de cela, donc au Canada. Ouais. Donc forcément, ça pèse aussi dans la fatigue, ces longs trajets aussi et ces longues semaines passées outre-Atlantique. Mais non, c'est aussi un message envoyé au coach pour cet été et la saison à venir. Oui, c'est important de bien terminer pour se rappeler au bon souvenir. Et oui, c'était à Cadmore, justement là où auront lieu les finales l'an prochain. Du côté de la planète biathlon, on a quand même nos 2 jeunes retraités chéris qu'on aime beaucoup, Marthe, Roland et Denise Herrmann, qui ont vraiment terminé sur des très bonnes notes, avec la victoire de l'Allemande sur le sprint et la 2e place de la Norvégienne sur la Mastart. Voilà, au-delà quand même du grand vide qu'elles vont laisser, l'émotion était grande. Que retenez-vous de leur dernier tour de piste ? Et vraiment, je retiens leur dernier tour de piste et surtout celui de Marthe Olsbourg-Heuseland, dont on la voit ce grand sourire tout son dernier tour à venir décrocher sa 2e place. Bon, Anna, t'aurais quand même pu la laisser gagner. Enfin bon, tant pis. Mais voilà, c'était franchement magnifique de les voir réussir une telle sortie. J'avais un peu peur pour Heuseland parce qu'au moins Denise Herrmann, le sprint c'est sa course, elle a réussi à le gagner, donc la Mastart c'était entre guillemets un peu du bonus, même si c'est une athlète de très haut niveau et bien sûr qu'elle peut gagner la Mastart, mais elle avait déjà entre guillemets réussi sa sortie
Et Reuseland, elle avait fait 32e sur le sprint. Donc, puis elle peut pas faire la poursuite pour essayer de faire une remontée. Donc, finir sur une 32e et une 20e place, ça aurait été quand même un peu moins fun, sachant que la semaine dernière, sur l'individuel, pareil, elle avait pas fait une bonne perf. Donc, ça faisait vraiment super plaisir de l'avoir décroché ce podium, ce dernier podium en carrière, parce que quelle carrière quand même pour Marté, elle a tout gagné. Elle a tout gagné, le gros globe, les médailles individuelles, au championnat du monde, aux Jeux Olympiques, tout. Et c'était vraiment super émouvant de dire au revoir à ces deux-là, quoi. Elles sont incroyables et ça va être bizarre quand même l'année prochaine de ne pas les voir sur le circuit. C'est sûr. Moi, un petit peu comme Cassandre, effectivement, elle a tout gagné, mais elle l'a souvent fait avec la manière. Et je trouve qu'elle a aussi réussi sa sortie avec la manière. Elle a fait une Marthe, quoi. Et moi aussi, comme Cassandre, on pouvait sentir son soulagement, sa joie de finir une telle sortie, sa manière de saluer le public avant la ligne d'arrivée. Enfin, c'était beau, quoi. Voilà, pour Martin et puis pour Denise, c'est pareil, elle était contente, elle a fait une belle sortie. Enfin, c'est des beaux moments de biathlon, voilà, de les voir partir comme ça. Le sourire de Marthe perçait le brouillard de Colin. Oui, il brillait, il étincelait, on le voyait. L'émail d'Amiens. Ouais, mais par contre, effectivement, elles vont quand même terriblement manquer les saisons prochaines. Et ça, c'est triste. Moi qui pleure jamais, j'avais quand même les larmes en les voyant passer l'arrivée. Non, mais c'est vrai. Et puis vraiment non mais et puis même au-delà de ça, même la fête qu'il y a eu, de les voir tous arriver avec leurs t-shirts. Enfin, c'était quand même une belle dernière course, une belle sortie. De faire venir Tyrrell derrière la lunette qui surveillait leur tir, enfin c'était quand même chouette, quoi. C'est marrant, ça, le tir de Ingrid Tendrevold, c'était sur le sprint, je crois. Elle était derrière la lunette pour le tir de sa copine, c'était sympa, quoi. C'était chouette. Ils ont vraiment parlé de dépression là maintenant pour Tyrrell Lekov. C'est quelque chose qui est officialisé ou c'est... Je sais pas si Tyrrell a dit le mot dépression. Par contre, elle a dit qu'elle était vraiment au fond du trou, quoi. Enfin, elle a vraiment, au fond du tout, au bout du rouleau, je sais pas comment le dire, à en perdre le sommeil, où elle était vraiment pas bien. Ouais, effectivement. Et puis je pense qu'elle se sent pas revenir. Parce que après une saison totalement blanche, je pense que les efforts à faire pour revenir au top niveau à son âge sont quand même énormes, et je pense qu'elle n'a pas la motivation pour partir pas de zéro, mais quasi, quoi. Mais ce qui est top, c'est qu'elle a quand même fini sur des victoires l'année dernière, si je ne m'abuse. C'est vrai. Donc ça, c'est top. Après, c'est juste du coup dommage qu'on ne l'ait pas vécu comme cette dernière course, quoi. On n'a pas pu la célébrer. Ouais, c'est ça. Mais et puis pour Marthe, pour Marthe, elle a quand même une année, une saison compliquée quand même. Et de réussir à finir comme ça sur le podium avec une belle deuxième place, c'est chouette aussi, quoi. Et puis avec 2 victoires en plus dans la poche, quand même. Ouais. À Novi-Mesto, ouais. Ouais, à Novi-Mesto, donc très très bonne saison quand même, dans les circonstances dans lesquelles elle avait commencé, quoi. Anna Heuberg, on l'a dit, s'est illustrée lors de cette étape, a remporté la Mastart et terminé 2e du sprint, donc une fin de saison vraiment d'apothéose. De quoi nourrir quelques regrets pour elle sur le général, ou on l'attendait pas là-dessus? Oui, quand tu vois quand elle est à son meilleur, Anna Heuberg, c'est difficile d'aller la chercher. Après, oui, il y a forcément peu de regrets, mais c'est quand même tellement irrégulier quand même sur un hiver que il y a oui et non. Enfin, je trouve que, comme je dis comme depuis un petit moment, a plafonné énormément Anna Heuberg, je trouve, sur son biathlon. Peut-être il y a quelques progrès au niveau du ski, mais sinon au niveau du tir, c'est très très irrégulier. Mais c'est sûr que quand tu la vois à ce niveau, que ce soit en début de saison, la première étape ou la dernière à Mulholland, tu peux te dire que bon, si elle arrive à te maintenir ça, oui, clairement, on peut avoir des très gros regrets du côté de la Suède. Hein. Mais vu qu'elle n'arrive pas à le faire finalement. Oui, c'est ça.
voilà. Donc après, Ce qui est marrant, c'est que au moment où elle était en retrait, c'est sa petite sœur qui s'est vraiment illustrée, au Grand Bornand, à Pokljuka, etc. Et après, une fois que sa sœur était repartie, c'est elle qui est revenue. Si on additionne leurs performances sur la saison, je pense voilà, ouais. qu'elles ont le gros Elle gagne globe. le Il y a gros globe. Kuhneberg en même temps sur le. Ouais. Elles ont des vases communicants en termes de forme, donc quand Non, il y en mais a une qui est en haut, il y a quand l'autre qui est en bas. Ouais, Bah, En fait, il y a- heureusement qu'on ajoute il y a pas qu'un les chargeur, deux en fait. ensemble, hein. c'est Il y a ça. qu'un chargeur Elles- pour les deux, en elles fait. font pas des Bergdium, tu vois, comme les frères Beu. Elles Non, faut sont, pas beaucoup, non. quand l'une Ouais. s'illustre, l'autre est moins. C'est marrant. Ouais. C'est assez intéressant. Après, les Obergium, c'est moins beau que les Bodium, hein, quand même. Oui, C'est bah oui, vrai. excuse-moi, mais je viens de l'inventer. Je pense qu'elles en ont pas fait tellement en plus de podium Elles en à ont fait deux. quelques-uns. Mais les Bodium, c'est surtout, enfin, c'est Attarié, quoi. Enfin, Johannes, lui, il est dessus. C'est Attarié Oui. c'est Oui. Attarié d'assurer la course, quoi. C'est pas deux athlètes qui doivent. T'as Johannes, de toute façon, il sera là. Bon, bah, c'est Attarié de faire le job, quoi. Mais alors que les sœurs Hubert, c'est pas tout à fait, c'est pas la même dynamique. Pour revenir sur Anna, enfin, Ouais. au début de la saison, moi je m'attendais quand même à ce qu'elle fasse mieux en termes de classement général. Alors je sais pas si elle l'avait annoncé qu'elle voulait jouer général ou pas, mais en tout cas, moi, j'attendais pour le Gros Globe et il me semble que je l'avais même mis sur le podium du Gros Globe en prévision de la saison. Donc bah je suis quand même entre guillemets un peu déçue, mais c'est habituel, si je puis dire, où à chaque fois, bon, on espère que ces problèmes de tir vont se résoudre, et puis finalement, non, ça tombe toujours un peu dans ses travers. Moi, pour les pronos, par exemple, j'ai toujours un peu peur de la mettre parce qu'on sait jamais trop. Elle peut faire des trucs très très bien, mais il y a des fois, bon voilà. Donc au final, on a une très bonne vision de sa saison parce qu'elle commence bien. Elle soigne son entrée, elle soigne sa sortie et elle soigne ses mondiaux. Ce qui est quand même le principal, hein, Son mais déjà intègre pas des mal, hein. mondiaux, Déjà pas mal. son intègre des mondiaux, je pense qu'elle est quand même pas mal, quoi, sur le classement général. oui, Mais on faudrait s'en voir, fait ouais. longtemps. Donc, ouais, parfaitement résumé, Cassandre. Quelques performances sur l'étape d'Oslo. Est-ce que vous voulez me parler d'Anna Kebinger, de Teresa Vobornikova qui était dans la cérémonie des fleurs, les Italiennes Vitozzi et Wierer plus en retrait, ou Ingrid Tendrevold qui a pas passé un très bon séjour? Bah quand même une belle course de Anna c'était enfin une vraie course, mais surtout Ingrid, parce que bah c'était mon prono de Holmenkollen et Ingrid, c'est un petit peu comme Anna, on hésite toujours un petit peu parce que ça peut être très bien comme ça peut être très très mauvais. Bon bah là c'était mauvais. Ouais, c'est dommage quoi. J'aurais voulu qu'elle fasse une belle course devant son public, devant sa copine. Voilà, mais bon, tant pis. Ouais, bah, moi, ce sera Anna Kebinger, on a dit, je sais plus. Kebinger. Kebinger. Ouais. Ouais, bon, voilà. Soyons fous. Parce que franchement, elle m'impressionne. Moi, je l'ai vraiment, j'ai envie de dire, découverte vraiment sur les mondiaux, où elle avait fait des bonnes perfs et où j'attendais pas forcément à ce niveau-là. Et puis, bah, franchement, elle fait que monter en puissance et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va donner les saisons prochaines parce que, bon, là, elle a pas de chance, elle est tombée sur une retraitée qui voulait vraiment sa 3e place. Donc, Ouais. elle a pas pu avoir son podium, mais de ce qu'elle nous montre, c'est que de partie remise parce que c'est très régulier quand même dans ses résultats. C'est quasiment c'est des top 20 à toutes les courses, sauf là, je vois, il y en a une où elle a pas fait un top 20, c'était l'individuel de Borov. Mais sinon, ça reste dans le top 20, donc c'est que ses débuts en Coupe du Monde, doucement mais sûrement, elle va encore gagner, progresser en ski. En tir, pour l'instant, c'est excellent, donc je pense qu'il faudra compter sur elle dès l'année prochaine, même pour battre pour les podiums, sur quelques podiums en tout cas. Là, elle l'a montré sur la Mastart, quoi. Une apparition inattendue qui arrive à point nommé avec le départ de Nizar Manwick, hein, donc peut-être ça que. Et il paraît que, enfin oui, il n'y a jamais de vide en fait dans le biathlon. Quand des grandes dames partent, ça laisse la place à d'autres grandes dames pour arriver. Ouais. Et d'ailleurs, on le verra peut-être du côté de la Norvège avec
Ingrid Tendrevold, hein, forcément, hein, qui est maintenant la leader de l'équipe, hein, avec les départs de Marthe Olsbu et Thierry Koff. Voilà, donc moi aussi je voulais mettre en avant Ingrid Tendrevold, hein, qui forcément maintenant va porter un costume assez pesant sur ses épaules. Hein, ouais, toute la pression. C'est bien pression, parce qu'elle a pu être leader par intérim pendant 3 étapes, donc elle a pu un petit peu prendre le pli. La température, ouais. Elle l'a plutôt bien fait d'ailleurs, déjà, sur le mois de décembre, c'était vraiment très intéressant. Elle était 5e mondiale, il me semble, après le Grand Mornan. Donc voilà. Après, il y a aussi des athlètes aussi intéressantes, une nouvelle génération qui arrive aussi derrière, qui sont certes pas encore du niveau de celles qui sont parties, ou même de Tendrevold encore, mais ça va être intéressant de voir cette équipe norvégienne dans l'avenir, comment elle va se reconstruire autour de Tendrevold et sans les 2 leaders qui viennent de partir. Est-ce que vous avez une autre performance ou un fait marquant de cette étape? Ouais, moi je voulais parler d'une Finlandaise, de Suvi Minkinen, qui a terminé 11e du sprint. Ça, je trouve que c'est une performance quand même notable, qui est quand même à noter. Hein. Surtout quand on sait que l'équipe finlandaise perd 2 de ses athlètes, dont Marie Eder. Il y a eu une belle fête pour Marie Eder d'ailleurs. Ouais, qui a annoncé son départ quelques heures avant sa course, sa dernière course. Elle a annoncé ça le matin, je crois, le dimanche. Donc c'était une petite surprise de dernière minute. Mais il y a aussi le départ de Marie Eder, mais aussi de Nastasia Kinnunen, donc qui est un peu moins connu, hein, mais ça fait quand même 2 éléments en moins du côté de la Finlande, et donc peut-être que les espoirs vont reposer sur les épaules de la Finlandaise, qui a fait une très belle course. Hein, donc voilà, je voulais noter cette performance de Minkinen. On s'en souviendra. Ouais, et d'ailleurs, qui a fait aussi la Mastart après en disant 20e. Moi, j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers, donc je ne vais pas m'attarder. Mais pour moi, le fait marquant quand même de ce week-end restera les adieux à ces reines du biathlon. Anaïs, Denise et Martin et Tyrrell. Oui, pour moi aussi. Hein. Ça sera Tyrrell, parce qu'on avait un peu parlé de Jeanne Marté et de Denise et d'Anaïs. Bon, au final, on a aussi un peu parlé de Tyrrell, donc on ne va pas en remettre une couche, mais voilà. Au revoir toutes ces grandes dames. Et merci pour tout ça. On va passer maintenant aux hommes avec les Bleus, et on va faire un petit point sur les... Voilà, ça a été assez mouvementé du côté de nos Bleus et de leur rapport avec l'encadrement. Romain. Ouais, peut-être qu'on en parlera un peu plus précisément lors des bilans, mais c'est vrai qu'on a appris vendredi, à la veille de la poursuite masculine, que Vincent Vitoz et Patrick Favre démissionnaient. Donc c'était un peu la surprise générale. Hein. Mais après, au fil des heures, des jours, on en apprenait toujours davantage. Voilà, c'est... Voilà, fallait sortir le popcorn un peu là, c'était assez mouvementé, chaotique et malheureux finalement cette fin de saison pour les hommes, déjà qu'elle n'était pas bien bonne déjà de base, donc là ça a rajouté un peu de piment qui n'était pas nécessaire malheureusement, et finalement on a appris que c'était les athlètes, les leaders de l'équipe qui avaient pris l'initiative cette initiative de vouloir que leurs 2 coachs ne soient plus à la tête de l'équipe l'année prochaine. Donc il n'y aura pas de Vincent Vitoz et de Patrick Favre cet été déjà pour l'intersaison, la préparation, et donc on ne les verra plus en bord de piste ou derrière la lunette. Oui, ils avaient l'air pressés d'en terminer quand même. Hein. Ils avaient l'air... après, de ce qu'on comprenait, c'est quand même qu'ils voulaient poursuivre l'aventure. Hein, donc c'est ça aussi qui a rendu un peu d'aigreur aussi pour les coachs, qui ont un peu tout déballé. Malheureusement, je trouve aussi, on en reparlera peut-être après, mais dans le bilan. Mais bon, je trouve qu'il y a des torts un peu des 2 côtés. Et bon, c'est dommageable quand même tout ce qui s'est passé ces derniers jours là, parce que ça a un peu gâché la fête. Hein. C'est sûr. Mais malgré cette fête un peu gâchée, on a Quentin Fillon-Maillet qui a été vraiment
le Français le plus en vue de cette étape et il n'a loupé qu'une seule balle sur 3 courses, ce qui est quand même pas mal, mais ne récolte qu'un seul podium. Est-ce qu'on voit le verre à moitié plein ou voilà, frustrant qu'avec de tels stades de tir, il ne ne gagne pas tout, quoi, tout simplement. Il y a Jonas Bleu quand même. Hein. Ah, j'avais oublié, il est revenu. Parce qu'il n'était pas là la semaine dernière, c'est pour ça. Deuxième, ok, mais premier, bon. Oui, bah, c'est pour ça que là, deuxième, c'est comme une victoire. Hein. Moi, je considère que l'équipe de France masculine a eu sa victoire dans la saison. Ça y est, on n'entrera pas dans les annales. On parlait la semaine dernière que ça fait depuis la saison 1996-97, il me semble que l'équipe de France masculine n'avait pas eu de victoire, mais c'est pas grave, on a eu une victoire, donc c'est le principal. Donc vous l'aurez compris, je vois plutôt le verre à moitié plein, hein, parce que c'est tellement inespéré, et puis voilà, de revenir de Covid, c'est jamais simple, et il a su, au défaut de ce qu'il avait à ski, et encore son ski sont pas du tout catastrophiques par rapport à sa saison, voilà. Et puis, il a su mettre ce qu'il n'avait pas forcément en ski dans le tir, et il a visé dans le mille, à part une balle sur la Mastart, on lui pardonne. Mais c'était son premier sprint de la saison, il faisait pas de faute, il me semble. Et puis voilà, sur la poursuite, il a réussi à se démener pour faire cette deuxième place, 4e de la Mastart. Donc c'est franchement une très très belle fin de saison pour Quentin, quoi. Sur la saison, il a fait 300 fautes sur les courses individuelles, donc 2 à Oslo. Voilà, Oui, donc c'est bien, oui. Voilà, donc après, malheureusement, le problème, il y avait plus d'irrégularité derrière la carabine pour Quentin cet hiver, mais le gros souci, c'était quand même sa forme physique, et bon, il l'a traîné jusqu'à la fin, hein, malheureusement, mais donc pour ça, moi, je vais quand même retenir le positif. Il fait quand même une très belle dernière semaine de compétition. Il loupe pas de rien le podium de la Mastart. Hein, ouais. On n'y croyait peut-être pas forcément au début, mais finalement, ça s'est joué à quelques dixièmes. Christiansen n'était pas forcément dans la meilleure forme je pense que de sa carrière. Et Quentin a quand même bien terminé finalement aussi sur cette course-là. Donc, je pense qu'il y avait un demi-tour de plus, il finissait sur le podium. Oh, même pas un demi-tour. Même il y avait 100 mètres de plus. Même pas, voilà, mais c'est vrai que non, c'est vrai que c'est positif. Et puis est-ce qu'en fait finalement tout ce déballage dont on a parlé, c'est pas aussi un soulagement qui fait que ça l'a un peu libéré, le déballage des coachs, je sais pas. Ou est-ce qu'il avait envie de finir bien pour montrer qu'il saurait faire sans les coachs, je sais pas. Enfin, est-ce que ça n'a pas influencé sur le mental quelque part? Ou lui donner une motivation en plus pour réussir, j'en sais rien, je suis pas dans sa tête, mais en tout cas, je pense que là, il peut partir quand même plus serein qu'il a pu l'être plus tôt dans la saison, en vacances. Ouais. J'ai envie de dire, c'est un peu l'effet Corinne Diacre maintenant, c'est les joueurs ou les athlètes maintenant qui décident quand ils en ont marre. D'ailleurs, elle est libre, hein. Elle est libre s'il cherche un staff, un staff un peu dirigiste, un peu pas forcément très agréable, mais écoutez, elle est dispo. On a Fabien Claude aussi qui a fait des résultats intéressants. Est-ce que pour vous, il est à son niveau avec cette 19e du sprint, 5e de la poursuite, 12e de la masse? Ou est-ce qu'il faut qu'il assume encore plus son rôle de cadre et monter encore un peu les curseurs en toute humilité, sachant que je n'ai pas blanchi les cibles à 10 mètres? Pour moi, il est à son niveau. Finalement, tout au long de la saison, il a tourné autour de ces places-là, hein, 19e et 5e place. Mais c'est sûr, avec ce qui s'est passé sur cette fin d'étape, avec les coachs et tout, on va forcément l'attendre au tournant l'hiver prochain. Là, ça, c'est comme tous les autres, hein, d'ailleurs. Hein. Là, c'était peut-être le plus modéré qui a parlé, lui, non? Il me semble. C'était peut-être celui qui était le moins... Enfin, je sais pas. Qui était plus dans l'apaisement, pour le coup. Peut-être. Après, il faisait partie des leaders, enfin, des cadres qui ont voulu de ce départ des coachs. Bien sûr. Donc, forcément, voilà. C'est sûr qu'il sera attendu. Mais après, ce que je retiens, c'est que malheureusement, il n'y a pas eu de podium encore cet hiver. Donc, ça fait 2 saisons de suite, finalement, qu'il n'arrive pas à atteindre ce podium.
Pour moi, oui, il est à son niveau. J'espère qu'il peut faire mieux. D'ailleurs, par contre, sur son général, il fait mieux. Hein. Il est 10e. C'est son meilleur classement sur la Coupe du Monde. Donc ça, c'est une chose positive. Mais oui, pour moi, finalement, Stella Cohen représente finalement le niveau de l'ensemble de la saison de Fabien. Oui, bah, je suis assez d'accord avec Romain, hein. C'est plutôt à son niveau. Mais on va commencer à en attendre plus dès l'année prochaine. Après, c'est vrai qu'il s'améliore au classement général, mais il manque encore ce petit truc pour le podium et s'installer plus régulièrement quand même dans les top 10, quoi. Du côté des autres Français, est-ce que vous voulez me parler d'Anto, de l'étape un peu plus en retrait d'Éric Perrault, après cette folle étape d'Östersund, ou d'Oscar Lombardo, un peu en difficulté aussi? Bah, j'ai envie de parler d'Éric Perrault parce qu'il nous a fait rêver la semaine dernière et puis, cette semaine, voilà, il a fait des moins bons résultats, 50e, 38e. Mais c'est pas la catastrophe dans le sens où on l'a déjà beaucoup répété la semaine dernière, mais Ouais. c'est l'apprentissage. Et oui, il fait encore un peu le yo-yo, quoi. Mais mais ça va se stabiliser. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais c'est pas à 21 ans qu'on peut lui dire bon, faut quand même commencer à faire que des top 10 toutes les semaines. Sinon, ça va être compliqué. Non, voilà, il a la marge de progression, il l'a et voilà, j'ai pas trop de doute sur le fait qu'il va s'améliorer. C'est sa saison et c'est un petit peu le yo-yo. L'année dernière, c'était un peu pareil, où il avait fait un top 10, mais c'était un petit peu l'éclaircie de la saison parce qu'il alterne souvent. Enfin, l'année dernière, déjà, il y a certaines poursuites qu'il avait pas prises, cette année aussi. Bon, là, voilà, il prend la poursuite, donc c'est pas non plus totalement un retour en arrière à décembre où voilà, il prenait pas les poursuites. Donc, oui, un peu déçu cette semaine parce qu'il nous a vendu du rêve la semaine dernière, mais c'est dans sa construction, je suis pas inquiète pour la suite. Il est beau le futur Martin Fourcade. Hein. Oui, pour faire plaisir à Émeric, c'est Éric Perrault Fourcade pour la semaine prochaine. Non, mais voilà. Non, mais oui, c'est pour ça qu'il faut pas s'emballer trop vite. C'est sûr. Non, moi je voulais plutôt parler d'Antonin parce que voilà, moi j'aime beaucoup Antonin, je m'en cache pas, mais parce que j'aurais aimé qu'il finisse sa saison un petit peu mieux quand même. Après bon, c'est le problème, tous les biathlètes que j'aime bien, j'aimerais tous qu'ils finissent en beauté et puis bon, finalement il y a que 6 places aux fleurs, donc c'est pas possible. Mais bon, il a l'air quand même motivé pour repartir et enfin il a l'air d'avoir quand même l'envie. Donc c'est dommage, mais on t'attend la saison prochaine. Ouais, moi je voulais parler d'Oscar. Oscar qui, bon, malheureusement n'a pas pu prendre part à la poursuite et qui, pour moi, voilà, lui manque la course référence encore en Coupe du Monde pour se faire définitivement une place. Voilà, pour moi, il est encore voilà, sur un siège vacillant. On sait que bon, Emilien Jacquelin manquait, donc il y a le 6e homme, il y a Emilien Claude qui est pas loin aussi, donc pour Oscar, il est là, mais malheureusement, on voit pas trop pour le moment Oscar, donc c'est un peu regrettable de ce côté-là. Alors bon, j'ai vu c'est sur le sprint, il a pas et finalement il prend que 10 secondes sur les skis par rapport à Eric, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc c'est pas catastrophique, il est pas Non, il est pas loin, largué. il est pas à la ramasse, hein. Donc par rapport à Eric, tu vois. Mais après c'est au niveau du tir où ça manque de régularité et pour le moment voilà, il n'y a pas de top résultat pour Oscar qui peut lui permettre voilà de se satisfaire d'une grosse course en Coupe du Monde pour l'instant. Donc à voir comment ça va se passer sur cette intersaison, si aussi il va être dans le groupe A ou dans le groupe B, mais ouais, je voulais mettre ça où mon Oscar, voilà, il lui manque encore cette course référence sur la Coupe du Monde. Mais bon, il a fait quand même une bonne partie sur la Coupe du Monde en cette année 2023 et c'est quand même très positif pour lui. Alors on va passer à la planète biathlon. Johannes Beu qui a fait le triplé devant Non, son public. Ça vous étonne. Je pense qu'il a fait le 19 play, quelque chose comme ça dans l'année. C'est ça. Et moi, je voulais savoir si cette domination outrageuse vous fait vibrer ou vous a lassé.
Bon, on en est à un stade où maintenant on n'est plus à 3 victoires près. Maintenant. Non, mais bon. Bah, forcément, bon, après, on a le débat, ce débat-là finalement pendant tous les débriefs, j'ai l'impression. Alors peut-être qu'après, c'est intéressant de voir comment ça évolue notre regard par rapport à ça, mais forcément, il manque toujours un truc sur ces courses-là. On sait qui a gagné, donc forcément, il y a un gros suspense en moins. Mais après, quand t'as un UNSB aussi qui fait le show, comme on l'a dit sur la poursuite, bon, c'est sympa, quoi. Aussi, ça rajoute un peu plus de fun par rapport à ça. Et bon, on est à un stade aussi où il gagne tellement, t'as envie aussi qu'il explose tous les records et qu'il en soit maintenant, voilà, à 19 victoires d'affilée, à 19 victoires sur la saison, 21 podiums consécutifs, ou 22, 21 je crois. Enfin, c'est incroyable, donc c'est beaucoup d'admiration, il y a un peu de lassitude forcément, parce qu'on aimerait qu'il y ait un peu plus de variété quand même, mais non, chapeau l'artiste, quoi. Ouais, moi vibrer aussi. Après, on peut se rappeler un peu de Martin Fourcade, même s'il a jamais été aussi outrageusement dominateur que Johannes Beu. Il y a eu quand même des saisons un petit peu fades aussi, où il n'y avait pas non plus de suspense, où très rapidement on savait que Martin Fourcade allait gagner le Gros Globe, où il n'y avait pas. Et moi, je regardais quand même, et Martin me faisait vibrer par son talent de biathlète, on va dire. Bah, c'est un peu pareil avec Johannes. Il a fait pas français, madame. Oui, pas français, mais par contre, c'est vrai qu'il est, enfin, il est quand même attachant et puis ça reste un biathlète, ça reste un biathlète agréable à regarder. En plus, il est rigolo, il est sympathique. Et voilà, il fait le show. Il a fait une moins belle mass start, on va dire, que sa poursuite. La poursuite, pour moi, restera dans les annales enfin voilà. Il s'est arrêté en plein tir, quoi. On en parle. Oui. Et oui, oui. Mais et puis comme disait Romain, ça aurait été dommage de faire la saison qu'il a fait et d'échouer devant son public et de pas monter sur la boîte à Holmenkollen. Donc non, moi j'ai trouvé ça incroyable ce week-end. Ouais, puis moi je suis lassée en général quand il y a quelqu'un qui le titille mais qui le bat pas. Là, ça m'énerve de me dire bon allez, c'est pas possible, c'était si proche. Enfin si proche, c'est pas arrivé souvent, mais voilà, quand il y a quelqu'un qui est dans le moins de 10-15 secondes, on se dit bon bah c'est dommage que il ait pas pu le battre. Mais là, il a tellement dominé les débats cette semaine que on pouvait juste vibrer avec lui applaudir, et applaudir, quoi. Et Aurélie, d'ailleurs, pourquoi Johannes Tignes-Beu, que tu le diras mieux que moi, et pas Tarjei Tignes-Beu? Ils sont pas vraiment frères, en fait. On nous ment. On nous vend du rêve. Mais alors, je vais essayer d'expliquer ça clairement. En fait, donc Johannes et Tarjei sont bien frères. Ils ont aussi 3 autres frères et sœurs. Leur père s'appelle Beu. Leur mère, le nom de famille maternelle, c'est Tignes. Donc, ils ont pris le nom de leur père, tous Beu. En revanche, Johannes a été appelé en hommage à son grand-père maternel, donc qui s'appelait Johannes Tignes. Donc, prénom Johannes, nom de famille Tignes. Et du coup, comme il s'est appelé Johannes, ils ont trouvé ça de rendre l'hommage plus complet en l'appelant Johannes Tignes Beu. C'est pour ça que lui s'appelle Johannes Tignes Beu et les autres s'appellent juste Beu. Voilà. Très clair. C'est un privilégié en plus. Oh. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci Aurélie, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Et là, c'est parfait. La question, elle est parfaitement répondue. Super. Niklas Hartweg, le Suisse. Je fais encore des cauchemars. Et de plus en plus compétitif sur les skis. Est-ce que vous êtes surpris et admiratif de ce Suisse qui empoche le dossard bleu, d'ailleurs? Eh ben, on m'aurait parlé de Hartweg en août dernier. Oui, j'aurais été clairement surprise. Mais avec sa saison qu'il fait, où il nous fait podium d'ouverture et il reste régulier toute la saison, il a un très bon tir et il s'améliore de plus en plus en ski, comme tu le disais. Donc au final, bah c'est pas si une surprise que ça de le retrouver sur le podium, même si ça reste quand même une énorme perf d'être meilleur des autres, encore une fois. Mais c'est quand même dans la logique de son évolution où il a toute la saison montré de très belles choses. Et donc c'est
que justice, entre guillemets, que ça le récompense. Lui aussi, il nous fait un peu une nana, il commence bien, il finit bien. Voilà, à la même place. Et puis il arrive à shipper le dossard bleu à Jacomel, ou autant pour lui, on en parlait déjà dans d'autres podcasts, mais autant pour Lierberg, bon bah super, elle a le dossard bleu, mais c'est pas ce qu'elle voulait. Autant je pense que Hardweg, il peut être content de avoir chopé ce dossard bleu sur cette dernière course. Ouais, moi je suis partagé parce que Niklas Hardweg, c'est quand même un Suisse, un jeune Suisse qu'on voit venir depuis un moment chez les juniors. On en parle pas mal. Il a pas mal gagné. Il a gagné le général junior de la Junior Cup déjà en 2020. Il a quand même plusieurs médailles mondiales aussi à son actif chez les jeunes. Donc qui percent, voilà, s'il m'avait dit qu'un jour il percerait sur la Coupe du Monde, je serais pas le premier surpris. Mais après, mais que ce soit cette saison à un tel stade, un tel niveau, quand même. Enfin, il fait quand même un sacré hiver. L'an dernier, il était quand même 74e de la Coupe du Monde. Il a fait quand même pas mal de courses sur le circuit A. Là, il termine l'hiver 11e, avec un podium sur la première et dernière course. Non, franchement, c'est impressionnant quand même cette évolution de Niklas Hardweg. En plus, déjà, il a le tir. Il a la technique sur le pas de tir. Si maintenant il arrive physiquement à évoluer positivement, ouais, bah attention à lui. Clairement, ça peut devenir un sérieux concurrent pour les autres. Alors bon, peut-être face à un Johannes Beu, peut-être pas à ce niveau-là, mais ça a été quand même plus souvent sur le podium. Quand Johannes sera parti, donc c'est tout. Il sera sur une canne avec une canne. Oui, et puis Johannes, il va peut-être pas garder sa forme ad vitam aeternam non plus. Ça va forcément à un moment aller peut-être un peu moins bien. Alors peut-être que lui partira au top aussi, mais à un moment il va se faire rattraper quand même, Johannes. Bah, j'espère, parce que sinon, bon. Sinon, pour Hardweg, un peu comme vous. Mais moi, ce qui m'a vraiment le plus surpris, c'est quand l'équipe l'a montré en train de rapper en allemand. J'étais pas prête. C'est vrai que je ne le suis pas encore sur les réseaux sociaux. Je vais le faire. Mais c'est vrai que ça m'a. Quand d'un seul coup, j'ai vu Hardweg faire du rap comme ça, en plein milieu de l'avant-course ou de l'après-course, je sais plus. Oui, ça m'a surpris. Voilà. Pareil. Qu'est-ce que vous retenez entre Rastor Gouyev qui revient là de sa suspension et qui est 4e du sprint, Benedict Doll finit très bien la saison, 3 et 4 sur sprint et poursuite, Ponsiluoma aussi qui claque un podium, ou l'étrange fin de saison de Samuelsson. Et j'ai envie de mettre en avant Benedict Doll, parce que les Allemands, toi, Cassandre, du coup, Mais oui, mais il finit cette saison en beauté quand même. Transcendé par les championnats à domicile. N'oubliez pas. Dédicace à Emmerich. Mais oui, non. Là, il fait 3e du sprint, 4e de la poursuite. Bon, il sort un peu, il fait une moins bonne dernière course avec 24e de la Mastart, mais je trouve que si on devait me demander un homme fort de ces 2 dernières semaines, là, ou même ces 3 dernières semaines, Benedict Doll, il serait vraiment en bonne position, et il a quand même réussi la semaine dernière à shipper une victoire. Cette saison, c'est cher, les victoires. Donc, voilà, vraiment, il a réussi à finir au top de sa forme cette saison, donc... Maintenant, il faut qu'il commence la prochaine au top de sa forme et qu'il la garde pour qu'il y ait un peu un Allemand qui soit vraiment en tête de file dans ce classement. Mais au final, du coup, il fait quand même un bon classement général. Ah oui, il fait quand même un bon classement, finalement. Ouais. Mais bon, loin... Ouais. loin derrière les autres, quoi. Moi, je vais noter la forme de Ponsiluoma qui, quand même, je trouve quand même va quand même assez vite sur les skis. Alors, il va pas aussi vite que Johannes, mais ça, personne le fait. Mais il semble quand même, avoir la forme, quoi. Ouais. Ensuite, est-ce que vous avez d'autres belles performances à mettre en avant? Je voulais mettre en avant le fait que cette semaine, on a eu un petit peu moins que certaines autres étapes, une domination norvégienne. C'est quand même, ça fait un petit peu une bouffée d'air frais. Bon, il y a toujours le même en haut du podium, là, apparemment il a accroché. Mais
ça faisait un peu bien. Alors j'imagine qu'à Oslo, c'est pas l'étape où ils auraient voulu avoir le plus de diversité. Mais un sprint, vous imaginez un sprint avec un Norvégien, un Suédois et un Allemand? Moi, ça n'a pas dû arriver beaucoup, cet hiver. Donc, non, je te confirme. On a eu un petit peu de changement sur ces podiums. Avec Fillon-Maillet, Hardweg, voilà. Ça fait du bien. Moi, c'est du coup pas une performance, c'est une contre-perf, mais c'est vrai que depuis qu'on a parlé de cet effet Lesser, j'ai un peu peur quand les athlètes que j'aime bien performent les dernières étapes. Et donc du coup, j'étais contente finalement que Tariebeu fasse pas des belles courses. Je me suis dit que ça voulait dire là la saison prochaine. Et moi, je voulais noter qu'il y avait beaucoup de drapeaux bretons sur cette étape d'Oslo-Holmenkollen. Voilà. On est partout, on est partout. Ah, mais en vrai, n'empêche, mais sans la blague, c'est impressionnant quand même. Hein. Ouais, beaucoup. Je pense que les nations étrangères, les spectateurs étrangers doivent se demander. C'est quel pays? C'est ça, exactement. Ah, j'adore. Et les drapeaux, les drapeaux bretons, il y en a toujours beaucoup, mais des fois, il y a des drapeaux, genre des drapeaux argentins, des drapeaux. Non, mais c'est vrai, je me dis, mais tiens, qui sont ces Argentins qui viennent avec leur drapeau? Mais bon, ça peut être des fans de biathlon quand même. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai que j'étais impressionné quand même de voir tout ça en porte de piste, en tribune. Il y en avait du Jura. Oui, j'en ai vu un. Ouais. C'est ça qui est fou, c'est que la Bretagne, c'est pas une terre de biathlon, il y a le Jura et tout, la Savoie, tout. Mais finalement, le drapeau le plus présent, la région la plus présente, même du monde, quoi, finalement, à Oslo, c'est la Bretagne, quoi. C'est parce que vous êtes super chauvin, hein. Vous êtes super. Ah oui, on privilégie nos athlètes bretons à 100%. Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes bretons avant d'être français, non? Qui compte. Exactement. C'est ça. Donc, non, mais. Alors, la saison est terminée de Coupe du Monde, mais pas complètement, puisqu'on a des championnats nationaux qui arrivent, et notamment les championnats de France à Bessan, Romain. Et oui, la fête du ski nordique à Bessan cette année. Donc, championnat de France traditionnel qui clôture la saison d'hiver pour le biathlon français. Ça sera du 31 au 2 avril, donc dans la station de Bessan. Du 31 mars au 2 avril, pardon. Donc le 31 mars avec des Mastart, U17, le 1er avril les Mastart, donc U19, U22 et Senior, et le 2 avril les relais par comité, hommes et dames, donc ça c'est toujours sympa d'avoir les clubs face à face. Mais par contre aussi cette année il y a le retour des championnats du monde militaire, donc ça se disputera en Suède. Par contre la petite mauvaise nouvelle c'est que ça se déroule en même temps que les championnats de France, donc il y aura des athlètes français comme Eric Perrault, Antonin Guigona, Fabien Claude, Émilien Claude, Paul Laboté, Chloé Chevalier et Lou Jean Monod qui seront en Suède pour disputer ces championnats du monde et qui ne seront pas à Bessan. Oui, parce qu'ils sont militaires, enfin ils ont des contrats avec les douanes ou. Oui, on sait que justement Eric Perrault, Paul Laboté et Lou Jean Monod et Émilien Claude, je crois, ont rejoint la patrouille l'hiver dernier, l'automne dernier. Voilà, exactement. Donc oui, ils sont soit militaires, soit la douane pour les biathlètes. Donc eux seront en Suède et nous pourrons donc, normalement pas disputer le championnat de France à Bessan cette année. Donc après, je sais pas précisément qui y sera, si Yannick Chevalier y sera, pour y faire définitivement ses adieux. Donc c'est toujours sympa aussi ces courses-là de retrouver. C'est un peu la fête du ski nordique puisque aussi il y a les courses de ski de fond en même temps aussi. Donc c'est un beau week-end que vous pourrez suivre aussi sur notre site pour retrouver tous les résultats. Mais tout à fait. Et donc restez bien attentifs aux prochains épisodes sur les bilans de fin de saison. On en a beaucoup parlé, mais il y aura des je pense qu'ils sont au courant là. Des bilans riches. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier, Cassandre, Aurélie et Romain. Merci à vous trois. Merci à toi. Pour cette saison. Même si elle n'est pas encore terminée pour nous, officiellement. Mais bon, forcément, voilà. C'est une page qui se tourne cet hiver. Et oui. Et n'oubliez pas toujours de mettre des petits commentaires et de nous rappeler vos pronos. On fera d'ailleurs un petit point pronos dans les prochains épisodes. Ouais, ça va faire mal. Ouais.
Moi, mauvaise perdante, pas du tout. Non, t'es pas connu pour ça. Mais je vois pas de quoi vous parlez. Merci à tous, à bientôt. Salut. Salut. Ciao. Salut.